Bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Marine de vous accueillir aujourd'hui. Et avant de commencer, et en attendant peut-être quelques retardataires, on peut peut-être commencer par se présenter. Marine, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, avec plaisir. Première question, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Parfait. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être avec vous pour cette conférence. Donc moi je suis Marine, je suis la responsable des écoles de Maria Schools. Un petit mot sur Maria Schools. Maria Schools, c'est en clin d'œil à Maria Montessori, pour la pédagogie Montessori. Donc on a un campus de formation avec 4 écoles au sein de ce campus, chacune sur un thème différent. Et aujourd'hui, c'est avec la casquette de l'école Indigo, qui est donc l'école de la responsabilité, que je vais vous parler. Donc l'objectif d'Indigo, c'est d'accompagner chaque collaborateur de l'entreprise à intégrer la responsabilité dans son quotidien professionnel. Donc voilà, c'est la mission d'Indigo depuis plus d'1 an maintenant. Et donc du coup, lors de cette conférence, je vais pouvoir vous donner les exemples qu'on a rencontrés avec les différentes entreprises avec lesquelles on a travaillé et les différents collaborateurs. Merci Marine. Claudia, du coup, chef de projet développement durable et consultante chez Citizen Wave. Et qui est Citizen Wave ? Du coup, on propose à la fois du conseil pour aider les entreprises dans l'élaboration et le déploiement de leur stratégie RSE. Et on propose également des solutions pour vous aider à impliquer vos collaborateurs dans la stratégie RSE. Donc, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que j'imagine il est important pour vous d'instaurer ou de développer une culture RSE au sein de votre entreprise. Et avant de commencer, on aimerait bien savoir qui est avec nous dans la salle. Donc, on va faire un petit sondage à main levée, si vous êtes OK. Est-ce qu'il y a des responsables RSE parmi vous ? OK, merci. Je dirais presque une moitié. Hein. Ouais. N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous joindre à nous, si vous voulez. Est-ce qu'on a des indépendants ou des consultants ? OK, merci. Et du coup, on a, j'imagine, aussi des curieux RSE. Il n'y a pas de mal à être curieux, c'est tout le reste, c'est ça ? OK. Et dernière question, est-ce que parmi vous, certains connaissent la recette magique pour mettre en place une culture RSE avec succès au sein d'une entreprise ? Peut-être. Vous nous direz ça à la fin de l'atelier. On fera un bilan à la fin ce soir. Bon, personne du coup. C'est ce qu'on avait imaginé. Et c'est pour ça qu'on est venu vous parler aujourd'hui avec Marine, pour vous partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a tiré de nos expériences, de nos clients, et surtout ce qui fonctionne, selon ce qu'on a constaté. Du coup, je vais te laisser commencer, Marine. Merci beaucoup. Donc oui, en effet, Claudia vous l'a dit, nous, on n'a pas la recette magique pour intégrer une culture RSE au sein de votre entreprise. En revanche, il y a 3 points fondamentaux qu'on a testés et qui nous semblent absolument essentiels et qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Donc ces 3 points fondamentaux, vous les découvrez sur cette slide. On fait tomber le suspense tout de suite. Donc le premier, c'est embarquer le comité de direction. Le deuxième, c'est impliquer les managers et former les métiers. Et le troisième, c'est intégrer la RSE dans le quotidien professionnel de l'ensemble des collaborateurs. Donc, dans le moment qu'on va partager ensemble, on vous parlera de ces 3 points avec à chaque fois des cas concrets qu'on a rencontrés. N'hésitez pas, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires sur un de ces 3 points. Donc, pour commencer, sur la partie comité de direction, quelque chose qui est très important en fait et qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant un temps, quand on parlait de transition environnementale, on pensait que c'était une question de conviction personnelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vos convictions, vos valeurs, excusez-moi de mon franc-parler, mais en fait, on s'en fout. Et pour le comité de direction, on s'en fout aussi. Ce qu'il faut qu'ils comprennent absolument, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix de prendre en compte ces enjeux dans la stratégie de leur entreprise et il faut qu'ils le comprennent. Et ça, c'est absolument essentiel. Pourquoi ils doivent le comprendre ?
Je vais vous donner 4 bonnes raisons, mais il y en a encore plein d'autres. La première, c'est l'évolution de la réglementation. On était dans une réglementation déclarative où, en gros, chaque entreprise pouvait dire ce qu'elle faisait et comment elle le faisait, un peu comme elle souhaitait. Aujourd'hui, on a une réglementation qui est beaucoup plus standardisée et normative. Donc, en fait, elle n'a plus le choix, elle va être comparée par rapport à d'autres entreprises et elle doit donner des indicateurs pertinents qui sont standardisés. C'est en l'occurrence le passage de la NFRD à la CSRD, pour ceux qui connaissent un petit peu la réglementation. Donc première chose, évolution réglementaire. Deuxième point hyper important, c'est d'un point de vue business. Business pourquoi ? Parce qu'en fait, si on est une entreprise dans le B2C, on le sait bien, les consommateurs aujourd'hui ne veulent plus, enfin beaucoup d'entre eux en tout cas, ne veulent plus consommer des produits qui ne vont pas dans le sens de la responsabilité et les entreprises vont se faire boycotter. Si on est une entreprise B2B, quand on veut répondre à un appel d'offres aujourd'hui, dans le cahier des charges, il y a énormément de standards et de réglementations, de choses à prouver sur la direction environnementale que prend l'entreprise et on ne peut plus se permettre de ne pas prendre en compte ces enjeux-là. Troisième point, la maîtrise des risques. En effet, une entreprise aujourd'hui ne peut pas ne pas identifier, évaluer et prendre en compte les risques qu'elle peut encourir, qui sont des risques de transition ou d'adaptation. Donc 2 types de risques que je viens de nommer. Transition, c'est par exemple l'inondation, une sécheresse qui peut impacter l'entreprise. Mais d'adaptation ou de transformation, c'est par exemple le coût des matières premières et le coût d'approvisionnement, qui, on le connaît là, ces dernières années, peut énormément évoluer. Et ça, c'est un risque qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui. Et 4e point, c'est pour le financement de l'entreprise. Les entreprises qui veulent se financer aujourd'hui sont face à des fonds d'investissement, des banques, des actionnaires qui demandent à avoir des documents comptables, des bilans carbone qui font preuve de la bonne volonté de l'entreprise d'aller vers de la transition environnementale. Donc c'est pareil, elles n'ont plus le choix que de prendre en compte ces enjeux-là. Donc voilà, ce que je vous ai dit, c'est que vraiment, je vous ai donné que 4 arguments, mais en tout cas, ce n'est plus une question de conviction personnelle, elles n'ont plus le choix, sinon elles vont aller droit dans le mur. La grande question, c'est comment ? Comment on embarque ce comité de direction ? Nous, on a vu avec Claudia 2 choses. Première chose, c'est réunir un comité de direction, une direction, et lui poser cette question qui peut sembler toute bête et qui est la suivante. Qu'est-ce qui ferait que vos consommateurs ne voudraient plus ou ne pourraient plus acheter vos produits ou services en 2030 ? Et je vais vous demander là, en 10 secondes, de vous poser cette question. Vous prenez votre entreprise ou une entreprise comme ça dans votre tête, que vous avez l'habitude d'aller, et vous vous dites qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que pour cette boîte, en 2030, les consommateurs ne voudraient plus ou ne pourraient plus acheter ces produits et services. Moi, j'ai fait cet exercice-là avec Decathlon et le comité de direction. Et finalement, ce qui en est ressorti, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui a complètement bouleversé leur façon de faire des affaires. Le comité de direction de Decathlon s'est posé cette question et s'est rendu compte d'une chose qui est que s'ils voulaient pouvoir respecter les accords de Paris, donc de respecter une neutralité carbone en 2050, clairement, ils ne pourraient plus vendre leurs produits comme ils le font actuellement. C'est plus possible. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils changent leur façon de faire les choses et leur modèle économique. Donc, 2 choses mises en place depuis cette réunion. La première, c'est de changer la façon de faire ces produits, donc en introduisant de l'éco-conception. Et la deuxième, qui est vraiment cœur dans leur métier, c'est de repenser leur modèle économique. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit qu'ils allaient intégrer de la réparabilité, de la seconde vie des produits et une solution d'abonnement pour de la location. Donc c'est vraiment un changement au cœur même de leur modèle économique. La deuxième solution pour embarquer un comité de direction, qui est très rapide mais qui est extrêmement importante, c'est tout simplement d'intégrer au sein de ce comité un expert, un ou une expert RSE
qui est en charge de ces sujets, parce que c'est ce qui va permettre à chaque réunion de ne pas perdre de vue cette vision RSE et de du coup toujours ramener ce sujet-là sur la table. Et en exemple, nous on a bossé avec Vestiaire Collective qui a recruté donc la première personne qui a été recrutée au sein de Vestiaire Collective sur les sujets RSE a été directement quelqu'un qui a été introduit dans le comité de direction qui s'appelle Dounia. Voilà, et c'est comme ça que Vestiaire Collective, à chaque comité de direction, se pose ces questions-là et embarque le reste du comité sur ces sujets. Donc, on a vu, premier point, embarquer la direction. Et on va pouvoir voir maintenant le deuxième point, qui est former et impliquer les managers et les métiers. Donc, pourquoi c'est très important ? Il faut absolument former et impliquer les managers et les métiers, parce qu'on a vu dans un premier temps qu'on avait des solutions pour embarquer le CODIR. Généralement, vous avez trouvé des solutions, mais on creusera ensuite après, pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. A priori, énormément d'entreprises connaissent déjà la fresque du climat, sont en train de la dérouler. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très bien pour embarquer tout le monde. La question, c'est comment on fait pour que l'ensemble des collaborateurs et des métiers changent en profondeur dans leur quotidien professionnel ? Parce que c'est ça qui va faire que l'entreprise va vraiment pouvoir aller dans une nouvelle direction. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que quelque chose qui était fondamental pour vraiment changer les choses, c'était de mettre en place un nouveau pilotage RSE au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui allait pouvoir guider l'ensemble des directions métiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où le comité de direction a une vision claire de là où ils veulent aller, il faut absolument que les différentes directions métiers soient incentivées sur cette direction-là avec du coup des nouveaux indicateurs RSE. C'est ce qui a été hyper game changer pour l'entreprise Bell, qui a pu véritablement changer sa stratégie et sa façon de faire à partir du moment où c'est la même personne qui a été donc nommée Chief Impact Officer, qui est responsable à la fois de la partie finance de l'entreprise et de la partie RSE. Et cette personne, qui garantit donc un modèle sur 2 jambes, avec à chaque fois de la rentabilité et de la RSE, va pouvoir prendre chacune des décisions par rapport à ces 2 dimensions-là qui sont extrêmement importantes pour l'entreprise aujourd'hui. La deuxième chose, donc, après ce pilotage de l'entreprise avec des nouveaux indicateurs RSE, c'est de former les métiers. Et nous, c'est ce qu'on a mis en place avec une scale-up qui s'appelle PayFit, qu'on a formé en novembre dernier. En fait, ils étaient du coup dans cette stratégie-là de nouveaux indicateurs RSE pour piloter l'entreprise. Et dans cet objectif-ci, on a formé 15 personnes de leur équipe financière. Pourquoi ? Parce que pour porter le message, il fallait absolument que l'équipe financière comprenne parfaitement comment faire le lien entre le bilan carbone de l'entreprise et le budget de l'entreprise. Et donc, du coup, il fallait qu'ils comprennent ce que c'était qu'un bilan carbone. Et il fallait qu'ils comprennent en quoi ce bilan carbone allait avoir un impact concrètement dans leur quotidien professionnel, dans leurs problématiques métiers. Et sur 6 semaines de formation, ils ont pu vraiment intégrer les problématiques du bilan carbone à leurs problématiques financières d'entreprise et faire le lien entre budget et carbone. Et aujourd'hui, c'est cette équipe financière chez PayFit qui, chaque année, a une discussion avec chaque direction métier pour regarder avec la personne responsable de l'équipe quelles sont ses perspectives en termes de budget pour l'année suivante et qu'est-ce que ça a comme impact sur le bilan carbone. Et ils peuvent avoir des discussions stratégiques ensemble grâce justement à cet équivalent entre budget, donc euros, et carbone. Et pour ça, ils devaient absolument comprendre finement quels étaient les impacts sur l'entreprise. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ces 2 points. Donc nous avons vu que 1, c'est embarquer le comité de direction et 2, former et impliquer les managers et les métiers. Et je laisse maintenant la parole à Claudia pour le 3e point. Super, merci Marine. Et comme elle l'a très bien dit, donc ces 2 premières étapes, donc le fait d'embarquer le comité de direction et de former, d'impliquer l'ensemble des directions métiers, c'est des techniques qui sont top-down.
Donc c'est extrêmement important, mais elles seront efficaces au sein de votre entreprise seulement si elles sont associées à des techniques bottom-up. C'est-à-dire qu'on va devoir impliquer davantage les collaborateurs et le terrain pour obtenir un résultat donc optimal. Et on en vient à cette troisième partie, comment intégrer la RSE dans le quotidien des collaborateurs. Et donc, selon nous, on a observé 3 points clés. Tout d'abord, le collaborateur doit comprendre votre stratégie RSE. En effet, il ne peut pas s'impliquer ou mener des actions s'il ne comprend même pas la stratégie en elle-même. Le deuxième point, c'est que le collaborateur il doit se sentir concerné. Ça doit lui parler, mais à titre individuel. Et enfin, le troisième point, c'est que le collaborateur doit être acteur de la stratégie RSE proposée par votre entreprise. Donc ces 3 points, ça implique vraiment une implication continue des collaborateurs et via différentes techniques, différents outils, parce que je pense qu'on en a tous conscience, les collaborateurs, ils ont des niveaux d'intérêt différents en ce qui concerne la RSE, ils ont des maturités différentes et ils ont aussi, je pense, d'autres priorités. La RSE, ce n'est pas forcément la priorité de tous dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on va proposer différents outils et différentes façons d'embarquer, de sensibiliser et donc de répondre à ces 3 points-là. Ça peut être via des ateliers physiques en présentiel, ça va pouvoir être via des appels à projets, des quiz, etc. Et j'en passe, mais on va le voir en détail juste après. Donc on va commencer par le collaborateur doit comprendre. Pour ça, on va prendre le cas d'un de nos clients, Rémi Cointreau. Quand on s'est rencontrés la première fois, ils sont venus avec 2 problématiques principales. Tout d'abord, leur information en ce qui concerne la RSE était très éparpillée au sein de l'entreprise. Donc c'était super compliqué pour les collaborateurs de pouvoir retrouver cette information. Et deuxièmement, c'est le rapport RSE donc, qu'ils produisent chaque année. Il est top d'ailleurs, le rapport RSE, mais c'est quand même un sacré pavé. Et les informations qu'on peut trouver à l'intérieur sont parfois assez techniques ou complexes, et donc pas forcément accessibles à l'ensemble des collaborateurs. Et puis c'est pas forcément super fun de lire un rapport RSE. Donc c'est dommage de faire tout ce travail-là pour qu'au final, les collaborateurs ne le consultent même pas. Donc en fait, vraiment, leur objectif, quand ils sont venus nous voir, c'était de rendre accessible la RSE auprès de tous les collaborateurs et vraiment faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent la comprendre et l'intégrer. Donc pour faire ça, on leur a proposé l'application CitizenWave qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Et depuis, les collaborateurs ils se connectent sur cette application qui ne s'appelle plus CitizenWave d'ailleurs. Ils l'ont renommée, elle s'appelle MyCSR. Et c'est complètement intégré dans leurs outils et dans leur quotidien. Et dès qu'ils se connectent, ils peuvent voir en un clin d'œil l'ensemble des piliers RSE de Rémi Cointreau. Et ils peuvent consulter de manière très simple, très rapide, du contenu, clé en main. Enfin, ça peut être sous forme de vrai-faux, ça peut être sous forme de quiz. Donc c'est formulé de manière un peu plus ludique, si je puis dire, que dans le rapport RSE, mais c'est les mêmes informations qu'on peut retrouver. Ils peuvent également retrouver de l'actualité ou se sensibiliser davantage s'il y a un sujet qui les intéresse. Donc tout ça pour dire que le fait, en tout cas, de mettre en place cette technique chez Rémi Cointreau, ça a permis à l'ensemble des collaborateurs de mieux comprendre la stratégie RSE. Et donc maintenant, ils sont capables, ce qu'on constate, c'est qu'ils peuvent échanger entre eux déjà, entre collègues, sur cette stratégie, de trouver peut-être des solutions. Mais surtout, ils sont capables d'en parler de manière plus fluide auprès des prospects, auprès des clients, et également de répondre à des appels d'offres de manière autonome, on va dire, et sans forcément solliciter chaque fois la direction RSE. Si on enchaîne avec le deuxième point, le collaborateur doit se sentir concerné. En effet, il est essentiel de solliciter la participation de l'ensemble des collaborateurs, et cela tout au long
de votre démarche RSE. Sinon, c'est un raté assuré. Bon, c'est un terme un peu fort, mais c'est vraiment ce qu'on a constaté avec Marine. Parce que, par exemple, si vous arrivez du jour au lendemain avec votre stratégie RSE qui est déjà pondue et que vous demandez à vos collaborateurs de s'impliquer, de participer à des éco-challenges, de mettre en place des éco-gestes, ils ne vont pas être super motivés, en fait. Alors que si vous les impliquez le plus tôt possible dans la stratégie RSE, on a vu, en tout cas, que ça permet vraiment un regain de motivation. Et c'est ce qu'on fait actuellement, en fait, chez notre client NutriDry. On est en train d'élaborer, donc là, pour le coup, on est au tout début, on élabore une stratégie RSE avec eux et on implique dans chacune de nos réunions les collaborateurs. Alors, je ne dis pas qu'on va inviter chaque fois les 400 collaborateurs, mais on a défini des référents ou des ambassadeurs, vous les appelez comme vous voulez, qui vont représenter les différents types de collaborateurs et du coup être impliqués dans la démarche. Donc ça peut être lors du diagnostic RSE, mais aussi bien lorsqu'on va établir la matrice de matérialité ou encore les plans d'action. Excusez-moi. Et tout ça pour vous dire, oui, que ça permet donc... je reprends juste mes notes 2 minutes. Oui, donc j'étais sur NutriDry, pardon. Et tout ça pour vous dire que vraiment, de les impliquer dès le début, ça permet un regain de motivation. Et quand je dis les impliquer, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont devoir être sollicités vraiment au niveau stratégique. Ça peut être aussi juste les informer. Donc chaque fois que vous avez avancé, que vous avez donc peut-être créé votre matrice de matérialité ou qu'on a établi les plans d'action, c'est bien de les tenir au courant et juste qu'ils se sentent impliqués dans cette démarche. Donc ça, c'était pour la partie 2. Le collaborateur doit vraiment se sentir impliqué. Et ça va permettre qu'il soit plus seulement visiteur ou lecteur de la stratégie RSE au travers d'un rapport RSE uniquement, mais il va devenir moteur de cette stratégie et même acteur. Et donc ça nous amène sur la partie 3. Le collaborateur doit vraiment être acteur de votre stratégie RSE si on veut que cela fonctionne. Et c'est vraiment ce qu'on va vous expliquer maintenant avec la Banque Populaire. Parce que même si on est passé par l'étape 1, l'étape 2, et que maintenant le collaborateur se sent vraiment à l'aise avec votre stratégie RSE et qu'il a envie d'agir, il ne va peut-être pas forcément agir de manière volontaire. Enfin, il ne va pas forcément avoir envie d'agir comme ça. Donc il va falloir peut-être l'inciter, le pousser à agir. Et pour ça, c'est ce que fait la Banque Populaire. Donc ils utilisent de nouveau l'application CitizenWave, mais cette fois-ci, ils l'utilisent uniquement pour lancer des appels à projets. Donc en fait, ils ont déjà élaboré différentes catégories qui les intéressent et sur lesquelles ils veulent solliciter les collaborateurs. Et les collaborateurs n'ont plus qu'à participer et à publier leurs projets. Donc ça peut être sur différents domaines, RSE, mais ça peut être très, très, très vaste. Une fois qu'ils ont publié leurs projets, donc que ce soit individuellement ou en équipe, c'est les deux. Et une fois qu'ils ont publié leurs projets, il y a un jury qui va délibérer selon différents critères et selon la faisabilité du projet. Et les projets gagnants, ou sélectionnés par le jury, seront ensuite visibles toujours dans l'application. Ainsi, l'ensemble des collaborateurs, même ceux qui n'ont pas proposé de projet initialement, ils vont pouvoir retourner dans l'application et voir quel type de projet se présente à eux. Et ils vont pouvoir même décider de soutenir un projet ou de s'engager aux côtés de leurs collègues pour mener à bien un projet. Ça peut être, la mise en place de ruches sur le toit. Et donc, le collaborateur devient réellement acteur de la stratégie RSE et on écoute ses idées, ses propositions via notamment, en l'occurrence là, l'application et les appels à projets. Tout ça pour dire qu'il est super important de faire vivre les projets et la stratégie RSE de l'entreprise et donc de motiver les collaborateurs. Et je pense que vraiment tout le monde a à y gagner, c'est que du bonus parce que déjà pour la direction,
Ça permet vraiment de mettre en place une stratégie RSE adaptée à toute l'entreprise, à tous les niveaux, même au niveau local. Ça permet aux collaborateurs de se sentir impliqués, de donner du sens à ce qu'il fait. Et ça permet à l'entreprise, de manière générale, de mettre en place une démarche RSE authentique et pas seulement une démarche basée sur de la théorie et un bout de papier qu'on va écrire. C'est vraiment des actions qui vont être mises en place au quotidien avec l'aide des collaborateurs. Je ne sais pas si tu veux conclure ou si tu veux qu'on rajoute un petit exemple, si on a le temps. Alors, j'aimerais juste, si ça vous convient, qu'on rajoute un petit exemple, parce qu'en discutant un peu avec vous avant de commencer la conférence, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes dans notre public qui avaient envie d'avoir des exemples concrets sur la façon d'embarquer des collaborateurs qui ne sont pas forcément digitalisés. Et du coup, Claudia, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que vous avez fait développer, vous, dans ce cas-là précis ? Ok. Bon, j'aurais pas les chiffres précis en tête, mais oui, tu peux essayer. Dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple de Chiesi, qui est un laboratoire pharmaceutique. Et évidemment, il y a un grand nombre de la population Chiesi qui n'avait pas accès au numérique. Et donc là, vous allez nous dire, bah oui, tout ce que vous proposez, c'est bien beau, mais il faut une appli, une tablette, faut un ordi, quoi. Eh ben non, pas nécessairement, parce que chez Chiesi, alors de mémoire, ils ont constitué 13 équipes. En fait, on a réalisé un temps fort. C'était sur le sujet de la neutralité carbone et la préservation des ressources. Et du coup, ça correspond vraiment au point 3. Hein. On est dans le point 3, ça ne s'affiche pas là parce que c'est un peu l'impro, mais c'est vraiment pour rendre le collaborateur acteur de la démarche. Chiesi a décidé de mobiliser les collaborateurs durant 1 mois lors d'un temps fort. Et donc, ça se faisait sous forme de challenge en équipe, et il fallait collecter un maximum de points pour faire gagner son équipe, et donc basé sur les 2 thèmes que je viens de vous citer. Mais concrètement, comment ils collectaient des points ? Et bien du coup, très bonne question. Du coup, il fallait donc soit aller dans la plateforme pour interagir avec le contenu en lien avec ces 2 thématiques-là qui étaient présents. Donc ça pouvait être des vrais-faux, des quiz, etc. Les quiz pouvaient aussi être disponibles en dehors de la plateforme. Donc ceux qui n'avaient pas accès pouvaient tout de même y répondre. Et il y avait aussi des challenges qui étaient mis en place. Donc ça pouvait être un challenge, ils avaient choisi, je crois, un déjeuner sans plastique. Donc si vous réalisez votre déjeuner 1 fois par semaine ou dans le mois du challenge, vous prenez pas de plastique, et par contre il fallait se prendre en photo pour prouver qu'on avait respecté, et peut-être qu'il y avait des idées qui pouvaient être partagées avec les autres collaborateurs, donc ils se prenaient en photo. Il y avait aussi un challenge, ils ont dû construire une maison à insectes. Enfin vraiment, c'est des challenges qui étaient en dehors de l'application. Et ensuite, il y a eu un jury pour pouvoir délibérer, donc soit sur les photos, soit sur la maison à insectes en question. Et ils collectaient ainsi des points. Et ça a vraiment permis donc déjà de motiver les collaborateurs et également de les faire participer, peu importe leur lieu de travail, j'ai envie de dire, et peu importe la connexion qu'ils avaient. Et juste pour vous dire, il y en a même qui étaient en 3-8, donc ça a été possible de le faire malgré ça. Et on a, si je peux rajouter aussi un point, ce qui était très important, c'est d'avoir toujours des ambassadeurs. Donc là, ça pouvait être le manager de l'équipe en question, mais ça peut être un collaborateur qui est suffisamment motivé. Et en fait, ça permet, lui, il avait en général accès au moins à un ordi ou un téléphone, et ça lui permettait de suivre les points, de remotiver ou de rebooster l'équipe en fonction du contenu qui était publié dans l'application et qui lui était dédié. Et ainsi, il pouvait retransmettre tout ça à son équipe et les motiver chaque semaine. Donc voilà, on a eu un super bon retour d'ailleurs de Chiesi suite à ce temps fort. Merci beaucoup. Donc pour conclure, je reprends ce qu'on s'est dit. Donc certes, on n'a pas la recette magique. En revanche, il y a 3 points qui sont absolument clés, fondamentaux pour réussir à intégrer une culture RSE au sein d'une entreprise. Première chose, c'est d'embarquer son comité de direction. Deuxième chose, c'est d'impliquer les métiers et de les former pour qu'ils comprennent la relation entre RSE et quotidien professionnel. Et la troisième chose, c'est de pratiquer vraiment au quotidien pour tous les collaborateurs
parce que c'est un geste à répéter et que la RSE, c'est tous les jours. On a un temps exprès pour les questions, donc n'hésitez pas. Super, je vois qu'il y a une main levée là. Est-ce que vous avez besoin d'un micro ou est-ce que... Bonjour. Bonjour, Marjorie Hinault, Sofiap. Merci pour cette belle présentation à laquelle j'adhère totalement. Seulement, si on revient un petit peu au basique, dans RSE, j'ai entendu parler de bilan carbone, climat, c'est génial, mais il y a le S. Le S, c'est le grand oublié de la politique RSE. Et ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'avant de mettre en place une politique tournée vers l'environnement, la base, ce ne serait pas d'impliquer, de toucher les salariés de l'entreprise via le S? Je vous donne un exemple. Alors, on parle d'avantages sociaux, les CESU, c'est super, mais est-ce que l'entreprise n'a pas cette responsabilité d'impliquer les salariés au travers de services, notamment le sujet qui est quand même très prégnant de plus en plus, qui était tabou avant, c'était aider les salariés en situation d'aidant. Ça fait partie de la RSE. Et si le salarié il est directement concerné par ce S, il sera directement impliqué dans le E. Un commentaire. Non, mais c'est un très bon point. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté. On n'a pas pu insister sur tout, malheureusement, mais il faut être bien de l'évoquer. Et je pense que on se rejoint. On est totalement d'accord. Mais même si on implique le collaborateur, je pense que c'est aussi la direction qui doit mener en fait et porter cette parole et dire du coup ce que vous venez de dire, parce que je pense que et c'est peut-être beaucoup plus simple d'ailleurs de cibler les collaborateurs qui vont se sentir directement impliqués par ça et touchés comme vous êtes en train de dire, mais en fait il faut les deux, comme on l'a dit avec Marine, il faut le bottom-up mais il faut aussi le top-down, parce qu'en fait s'il en manque un des deux, ça marche pas, ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais savoir, c'est quoi les métiers prioritaires, en tout cas les fonctions, quand ils forment les métiers, c'est sur lesquels il faut peut-être mettre, je dis pas le plus d'énergie, mais si on doit commencer à prioriser, lesquels ont plus de leviers d'action. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre du secteur et de l'entreprise. Et globalement, un bon moyen d'avoir une idée sans faire de bourde, je dirais que c'est quand même pour la partie environnementale du moins, c'est de faire un bilan carbone. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce bilan carbone, ce diagnostic, en fait, on va voir où sont les plus gros postes d'émission et qu'est-ce qu'il faut changer. Et c'est ça qui va vraiment permettre de hiérarchiser. Donc du coup, dans certaines entreprises, ça va être, et souvent on le voit, par exemple les achats, parce qu'il y a un énorme impact des achats et des sources d'approvisionnement des matières premières, et que du coup, pour pouvoir baisser son empreinte carbone, il va falloir révolutionner la façon dont on achète et on s'approvisionne. Donc voilà, donc ça va être ces métiers-là, par exemple, qu'on va former en premier. Et après, pour d'autres entreprises, ça va être d'autres équipes métiers. Nous, par exemple, on travaille main dans la main, avec l'équipe digitale de Mano Mano, parce qu'ils savent qu'ils ont un énorme impact digital et IT, et que c'est un gros bloc de leur empreinte carbone. Et donc, du coup, ils ont un gros travail à faire sur ce sujet-là, versus si on prend le cas de Bell, donc les fromages, pour le coup, ça va beaucoup plus être sur la partie achat, et Payfit, que j'ai nommé, sur l'équipe financière. Donc voilà, donc je dirais que c'est une réponse de Normand, excuse-moi, mais ça va dépendre vraiment de l'entreprise et du secteur d'activité. Et je compléterais juste, je suis totalement d'accord avec Marine. Après, le fait de faire un bilan carbone, c'est peut-être pas toutes les entreprises qui vont se lancer là-dedans. Du coup, rien que de réaliser peut-être un diagnostic RSE ou lors de l'établissement de la matrice de matérialité, ou même après, on peut refaire aussi si une stratégie RSE est déjà en place, on peut totalement faire des sondages pour essayer de voir quels sont les différents services de l'entreprise et qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place. Et ensuite, on va pouvoir, basé sur ça, sur ce qui est déjà fait, cibler les services prioritaires peut-être. Enfin, les départements. Les services, pardon. Je ne sais pas, selon votre besoin. Et si on prend le cadre de la CSRD, qui est un peu l'urgence,
La nouvelle réglementation qui va concerner beaucoup d'entreprises. Qui va un peu aussi, qui va pas mal changer la donne. Du coup, dans le cadre de la CSRD, c'est le juridique, c'est la finance. C'est peut-être là où il faut peut-être mettre. Dans le cas de la CSRD, ça va dépendre de qui récolte, qui s'occupe de centraliser l'information. Donc, ça va être pour certaines entreprises l'équipe RSE, pour d'autres l'équipe finance, pour d'autres l'équipe RH ou juridique. Donc, ça va être qui pilote ce sujet-là au sein de l'entreprise. Et après, de toute façon, tout le monde va devoir en quelque sorte y passer. Parce qu'en fait, pour récolter les informations, il va falloir demander les informations à chaque direction métier. Donc, à partir du moment où une direction métier ne comprend pas ce qu'on lui demande, l'importance de collecter la donnée et comment la remonter, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que, quelque part, on n'a pas le choix. Il va falloir absolument, alors peut-être pas embarquer tout le monde au même niveau avec la même intensité, parce que ça va être un peu juste là dans l'année à venir. En revanche, trouver des ambassadeurs ou des managers qui vont pouvoir récupérer cette donnée-là et la faire remonter pour la traiter et l'analyser, c'est absolument essentiel. Donc ça va être toutes les directions. Et ce qu'on essaie de véhiculer aussi avec Marine, c'est vraiment la décentralisation de la RSE, si je puis dire. Et c'est plus juste la direction, le service RSE, qui doit être responsable de la RSE de l'entreprise. Et du coup, c'est pas le service RH, même s'il est en charge de la collecte des données, ou le service juridique seul qui doit mener ce combat. C'est vraiment chaque service ensemble. Ils vont peut-être pas être parfaits, mais ils doivent, à leur échelle, s'impliquer et donc être impliqués dans la démarche. Oui. De votre expérience, j'ai bien compris les différents points d'implication de chacun à son niveau. Est-ce que d'avoir une équipe ou un responsable de la RSE dédié à ce sujet-là est plus performant que d'avoir un métier qui porte la RSE et qui le pilote au sein de l'entreprise? À mon avis, on va être d'accord. Mais en fait, il faut absolument les deux. Il faut absolument les deux parce qu'il faut un chef d'orchestre et des musiciens. Et en fait, il faut quelqu'un qui coordonne et qui pilote vraiment cette stratégie. Mais cette personne-là ne peut pas tout faire. Ou bien sinon, c'est ce que certaines boîtes essayent de faire. Mais franchement, ça va terminer en burn-out ou en gros craquage, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas possible. C'est beaucoup trop demandé à une seule équipe ou une seule personne que de faire tout ça. Donc il faut absolument quelqu'un qui coordonne cette stratégie, mais en revanche, il faut absolument également qu'il y ait du temps alloué à chaque direction métier pour infuser, développer, analyser, récolter l'information et la faire remonter. Et c'est hyper important, c'est justement ce que disait Claudia sur le fait qu'il faut que ça soit bottom-up, c'est que qui d'autre que la direction métier va pouvoir changer les choses de l'intérieur. Nous, chez Indigo, on a lancé une formation pour devenir responsable RSE. Au sein de la formation, l'apprenant va avoir une brique de chaque métier pour comprendre les impacts de la RSE pour chaque direction métier. Il doit comprendre, il doit savoir qu'est-ce que ça a comme impact sur les achats, sur la finance, sur la com, sur le marketing, etc. En revanche, si on veut vraiment avoir des inputs super intéressants pour savoir comment on change les choses en profondeur, seule la direction métier va pouvoir dire voilà comment je faisais avant et voilà comment je peux changer maintenant pour plus de responsabilité et de durabilité. Et donc du coup, il faut absolument les deux. T'as tout dit. Bon, bah super. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on n'a plus qu'à vous remercier chaleureusement et vous dire qu'on est du coup ensemble, Citizen Wave et Maria Schools, au stand 46. Si vous voulez passer nous voir, avoir plus d'informations sur l'outil Citizen Wave, sur les formations de Maria Schools et d'Indigo, ou juste nous dire bonjour, ça sera avec grand plaisir. Et vous souhaiter une très bonne après-midi à tous. Merci.